1968, un groupe de motards à Newcastle a décidé qu'il ne voulait appartenir à aucun endroit, aucun territoire, aucune revendication géographique à défendre. Ils se sont appelés les nomades. 57 ans plus tard, l'Australian Federal Police, 6 gouvernements d'État et 3 forces opérationnelles nationales distinctes essaient encore de comprendre comment les arrêter. Voici l'histoire du Nomads 1% MC d'Australie, Newcastle, 1968. Le commencement. En 1968, un groupe de motards à Newcastle, New South Wales, a fondé un club de moto et l'a appelé les Nomades. Le nom était volontaire. Contrairement à la plupart des clubs hors la loi qui s'installaient sur un territoire fixe et le défendaient, les nomades ont construit leur identité autour du fait de n'appartenir à nulle part, aucune revendication géographique fixe, aucun morceau de territoire unique à défendre, juste la route, la fraternité et tout ce que la route pouvait produire. Et l'homme qui a façonné cette identité des débuts plus que n'importe qui d'autre était John Thomas Brown, connu de tous dans le monde biker australien sous le nom de Meto Tom. Il a rejoint le club en 1969, est devenu président du chapitre de Sydney, puis membre à vie, puis le premier président national de l'histoire du club. En dehors du club, Meto Tom a construit quelque chose que la plupart des leaders bikers hors la loi ne prenaient jamais la peine de bâtir. Il a construit une entreprise légitime. Il possédait la concession Harley-Davidson of Blacktown, sur Sunny Holt Road, l'un des plus grands points de vente Harley-Davidson de Sydney. La concession n'était pas seulement une activité commerciale, c'était un symbole. Elle disait à tous les autres clubs de New South Wales que les nomades avaient atteint un niveau de stabilité et de permanence que la plupart des clubs hors la loi n'atteignaient jamais. Mais la stabilité et la permanence attirent les ennemis autant qu'elles attirent le respect. Mais la paix qui a tenu assez longtemps pour l'enterrer ne tiendrait plus très longtemps. Construire l'empire. Depuis leurs origines à Newcastle en 1968, le club a passé les décennies suivantes à s'étendre vers Sydney, puis Brisbane, puis Adelaide, puis dans chaque État et territoire du pays. Au moment où Meto Tom est devenu président national, les nomades avaient des chapitres répartis dans New South Wales, Queensland, South Australia, Victoria, Western Australia et l'Australian Capital Territory. Aucun chapitre international, aucune ambition à l'étranger. Les nomades étaient une organisation entièrement australienne et ils l'ont construite entièrement selon leurs propres règles. Leur patch reflétait exactement ce qu'ils étaient. Un crâne portant un casque ailé avec une croix gammée intégrée à son design, des couleurs noir et blanc. Plusieurs organisations médiatiques ont refusé de le reproduire. Les forces de l'ordre l'ont cité à plusieurs reprises lors d'audiences sur les organisations criminelles. Ce n'était pas un accident de design. Au début des années 1990, le paysage biker australien était devenu saturé et de plus en plus instable. Trop de clubs opéraient sur trop de marchés identiques, produisant trop de violence, ce qui attirait exactement le type d'attention gouvernementale qui rendait les opérations criminelles plus difficiles à gérer. Les 6 plus grands clubs du pays ont compris qu'une guerre incontrôlée entre eux coûterait plus à tout le monde qu'elle ne rapporterait à qui que ce soit. Donc, au début de 1994, des représentants des nomades, des Hells Angels, des Outlaws, des Bandidos, des Rebels et des Black Uhlans se sont réunis lors d'un sommet à Sydney. L'accord qu'ils ont conclu est devenu connu sous le nom d'Australia 2000 Pacte. Les clubs s'aligneraient. Les activités criminelles à travers l'Australie seraient divisées et contrôlées collectivement. Les guerres ouvertes entre les clubs signataires seraient gérées avant de dégénérer. En surface, cela a fonctionné. Les clubs qui s'étaient combattus faisaient désormais des affaires ensemble. La police de South Australia a plus tard estimé que 80% des boîtes de nuit et des bars d'Adelaide utilisaient des sociétés de sécurité appartenant à des gangs de bikies, dont le personnel était composé de membres de gangs. En mai 2004, la police a démantelé une opération de drogue conjointe impliquant les Hells Angels,
les Gypsy Jokers, les Finks, les Nomades et les Rebels, et a saisi de la drogue d'une valeur de 23 millions de dollars australiens. Le pacte n'avait pas produit la paix. Il avait produit de la coordination. Et une coordination à cette échelle produisait de l'argent. Mais ensuite, quelque chose s'est produit qu'aucun pacte entre clubs rivaux n'aurait pu anticiper ou empêcher. Une décision prise à l'intérieur même des Nomades a déclenché une chaîne d'événements si brutale que le club passerait la décennie suivante à essayer de la contenir. Cela n'avait rien à voir avec les rivaux. Cela n'avait rien à voir avec la police. Cela venait de l'intérieur. Sam Ibrahim et le chapitre de Parramatta. Le 9 juillet 1997, le président national des Nomades, Greg Craig, a fait quelque chose qui violait l'une des règles les plus fondamentales de la culture des clubs de moto hors la loi. Il a confié le contrôle du chapitre de Parramatta directement à un homme qui avait contourné tout le processus que chaque autre membre avait dû traverser pour mériter son patch. Cet homme était Sam Ibrahim. Ibrahim n'était pas inconnu à Sydney. Il était le frère cadet de John Ibrahim, l'une des figures les plus reconnaissables de la scène des boîtes de nuit de King's Cross, et un homme dont le nom avait du poids dans le paysage criminel de Sydney. Sam avait des connexions, de la visibilité et le genre de crédibilité de rue qui le rendait précieux pour une organisation cherchant à renforcer sa présence dans l'ouest de Sydney. Craig a vu cette valeur et a agi. Ibrahim est entré directement à la présidence du chapitre de Parramatta sans passer un seul jour comme prospect. Ce qui a suivi était exactement ce que la vieille garde du monde des clubs de moto hors la loi aurait prédit. Un homme qui n'avait pas gagné sa position à travers le système n'avait aucune raison particulière d'opérer dans ses limites. Le chapitre de Parramatta sous Ibrahim est devenu l'un des chapitres les plus agressifs de la structure nationale des Nomades. Il a poussé durement dans les marchés de la drogue et le secteur de la sécurité des boîtes de nuit dans l'ouest de Sydney. Il générait des revenus par la violence, et il générait aussi des tensions internes qui se sont construites lentement avant d'escalader. Ce point de rupture est arrivé le 12 septembre 2004, lors d'une réunion entre des membres des Nomades qui étaient censés être du même côté. La fusillade du Clubhouse de Newcastle. Le 12 septembre 2004, Sam Ibrahim, le président national, Scott O'Rourke, et un membre nommé Paul Griffin se sont rendus au Clubhouse des Nomades à Newcastle. Ils ont amené environ 40 membres avec eux. Le chapitre de Newcastle avait été informé qu'il s'agissait d'une visite de routine, une réunion entre frères. Mais ce n'était pas le cas. Ce qui s'est passé à l'intérieur de ce Clubhouse est devenu l'un des incidents de violence interne les plus documentés de l'histoire biker australienne. Une bagarre a éclaté. Le sergent at arms de Newcastle, Dale Compton, a reçu des tirs dans les 2 genoux par Ibrahim. Un autre membre de Newcastle a été touché par balle aux 2 jambes. Un troisième s'est fait arracher sa veste Nomades et sa bague avant d'être battu. Dans ce monde, ce qui se passe à l'intérieur reste à l'intérieur. Mais en mai 2006, Compton a brisé cette règle. Il est devenu un formateur de police et a donné aux enquêteurs un récit détaillé de tout ce qui s'était passé cet après-midi-là. Donc, en décembre 2006, Ibrahim, O'Rourke et Griffin ont été arrêtés. Lorsque la police a perquisitionné l'appartement d'Ibrahim à Parramatta, elle a trouvé des armes, des munitions, un gilet pare-balles, une canne épée et des nunchakus. 11 chefs d'accusation distincts liés aux armes et aux biens ont été ajoutés à l'affaire d'agression. Mais en octobre 2008, les 3 hommes ont été acquittés. L'affaire construite sur le témoignage de Compton s'est effondrée. Ibrahim, O'Rourke et Griffin sont sortis libres du tribunal. Compton avait été touché aux 2 genoux par son propre président, avait brisé le code, avait donné tout ce qu'il avait aux enquêteurs. Et cela n'avait pas suffi. Les hommes contre lesquels il avait témoigné étaient libres. Et il savait exactement qui avait parlé. La guerre avec les rebelles. Les Nomades et le rebelle MC se tournaient autour depuis des années. Les rebelles étaient le plus grand club de moto hors la loi d'Australie, avec plus d'1 millier de membres et une volonté d'absorber les petits clubs dans leur orbite.
Les nomades ont observé cette expansion et ont parfaitement compris ce qu'elle signifiait. Chaque petit club qui passait chez les rebelles était un club qui n'était plus neutre. C'était un club qui répondait désormais à une organisation rivale opérant sur les mêmes marchés. La tension entre les deux clubs traversait plusieurs états et s'exprimait de la manière dont les tensions dans ce monde finissent toujours par s'exprimer. Par la violence. Les nomades étaient engagés depuis des années dans un conflit épuisant avec le Rebels MC. Les deux clubs se battaient pour le territoire et pour les petits clubs qui étaient absorbés dans l'orbite des rebelles. En juin 2005, les rebelles ont fait monter cette tension de la manière la plus directe possible. Ils n'ont pas ciblé un membre. Ils ont ciblé un bâtiment. Des hommes liés au conflit ont attaqué Harley-Davidson of Blacktown, la concession de métaux Tom sur Sunny Holt Road, dans un ram raid qui a causé environ $1 million de dégâts. Le choix de la cible était délibéré. Frapper la concession envoyait un message qui dépassait les disputes de territoire et la concurrence sur les marchés de la drogue. Cela disait que rien de ce que les nomades avaient construit n'était intouchable. Mais les rebelles avaient mal calculé. Métaux Tom faisait déjà face à quelque chose qu'il ne pouvait pas toucher. Il avait reçu un diagnostic de cancer en 2007 et est mort en avril 2008. À ses funérailles, des membres des Bandidos, des Lone Wolves, des Hells Angels, des Black Uhlans, des Gladiators, des Comancheros et même des Rebels ont roulé ensemble à travers l'ouest de Sydney, bloquant les routes et arrêtant la circulation pendant des heures. Des clubs qui avaient combattu les nomades dans les rues, des clubs qui avaient attaqué leurs concessions. Tous étaient présents. Ce fut l'un des plus grands enterrements bikers de l'histoire australienne. Mais la paix qui avait tenu assez longtemps pour l'enterrer ne tiendrait plus très longtemps. Le conflit entre les deux clubs ne s'est pas terminé avec le ram raid. Il s'est poursuivi à travers une série d'incidents que les forces de l'ordre ont décrits comme augmentant en fréquence et en gravité tout au long de 2005 et jusqu'en 2006. La police du New South Wales Gang Squad a même proposé à un moment de servir de médiateur entre les clubs, signe de la gravité avec laquelle les autorités voyaient ce qui se développait entre eux. Inspecteur Sheehy du Gang Squad a déclaré aux journalistes que si les clubs ne pouvaient pas se réunir pour discuter, alors la police le ferait pour eux. Les clubs ne se sont pas réunis pour discuter. Au moment où Métaux Tom est mort en 2008, les nomades combattaient sur plusieurs fronts en même temps. Les rebelles d'un côté, les fractures internes de l'autre, et une guerre contre leurs propres anciens membres qui allait bientôt produire certaines des violences les plus documentées de l'histoire biker de Sydney. Le chapitre de Parramatta s'effondre et Notorious naît. Le chapitre de Parramatta avait été le chapitre le plus agressif et le plus visible de la structure nationale des nomades depuis que Sam Ibrahim en avait pris le contrôle en 1997. En 2006, il avait disparu. Les arrestations d'Ibrahim, Orrock et Griffin en décembre 2006 avaient effectivement décapité la direction du chapitre. Sans cette direction, le chapitre ne pouvait pas se maintenir et a été fermé. Mais les hommes qui avaient construit leur carrière criminelle à l'intérieur de ce chapitre ne se sont pas simplement éloignés de la vie qu'ils menaient. En 2007, d'anciens membres de Parramatta, dont Alan Sarkis et Polly Younan, ont formé une nouvelle organisation. Ils l'ont appelée Notorious. Notorious n'était pas un club de moto au sens traditionnel. Beaucoup de ses membres ne conduisaient pas de moto. Ils se déplaçaient dans des 4x4 de luxe noirs aux vitres teintées. Ils recrutaient massivement dans la scène des gangs de rue des banlieues ouest de Sydney, attirant de jeunes hommes sans passer dans la culture biker et sans compréhension des protocoles qui régissaient le monde des clubs de moto hors la loi. Les clubs établis les ont publiquement rejetés en disant qu'ils n'étaient pas un vrai club. Mais rejeter Notorious comme illégitime ne les rendait pas moins dangereux. Cela les rendait plus imprévisibles. Parce que Notorious avait été formé par des hommes issus des nomades, ils portaient avec eux une rancune précise. Ils connaissaient l'organisation dont ils venaient. Ils connaissaient ses clubhouses, ses membres, ses tensions internes. Et en février 2009, ils ont utilisé cette connaissance de la manière la plus directe possible. Plusieurs membres de Notorious portant des cagoules sont entrés dans le clubhouse du chapitre des nomades à Sydney, à Marrickville.
14 nomades se trouvaient à l'intérieur. Les tireurs ont ouvert le feu et ont touché 3 membres aux jambes et au bas du torse, avant de quitter le bâtiment. Mais la fusillade de Marrickville n'était pas un incident isolé. C'était un moment à l'intérieur d'une explosion plus large de violence biker qui consumait Sydney au début de 2009. Des fusillades en voiture dans les banlieues ouest de la ville. Des bombes placées devant des clubhouses. Des attaques contre les maisons de membres importants. Les nomades combattaient Notorious. Notorious combattait les Bandidos et les Comancheros. Les Hells Angels combattaient les Comancheros. Tout l'écosystème était simultanément en guerre contre lui-même. Donc, le 22 mars 2009, cette guerre a débordé des banlieues ouest pour entrer dans l'un des espaces les plus publics d'Australie. Et quand cela s'est produit, toute la direction politique du pays a été forcée de réagir. La bagarre de l'aéroport de Sydney. Le matin du 22 mars 2009, un vol Qantas reliant Melbourne à Sydney transportait 2 groupes d'hommes qui n'auraient jamais dû se retrouver dans le même avion. D'un côté se trouvèrent des membres importants des Hells Angels, dont le président du chapitre de Guildford, Derek Wainohu. De l'autre se trouvaient des membres des Comancheros, dont leur président national, Mahmoud Mick Howie. Les 2 clubs étaient en guerre depuis des mois. Les hommes assis dans la même cabine savaient exactement qui se trouvait autour d'eux. Pendant tout le vol, les téléphones étaient sortis. Les messages circulaient. Au moment où l'avion a commencé sa descente vers Sydney, les appels avaient été passés et les renforts étaient déjà en route vers le terminal. Le vol a atterri à 13h30. Alors que les passagers avançaient dans le terminal, un Comanchero a regardé Wainohu et a prononcé des mots que les témoins répéteraient plus tard devant le tribunal. « Allez les gars, on y va, on y va ». Ce qui a suivi a duré environ 30 secondes. Des bornes métalliques ont été arrachées du sol et utilisées comme armes. Des hommes se sont donné des coups de pied et de poing à travers le terminal pendant que les passagers se dispersaient et se baissaient pour se mettre à l'abri. Au centre de tout cela, Anthony Zervas, 29 ans et frère du membre des Hells Angels, Peter Zervas, est tombé. Un homme l'a frappé à la tête avec une barre métallique avec ce qu'une déclaration de police a décrit comme une force considérable. Des témoins ont entendu un fort bruit de craquement. Le sang s'est répandu sur le sol du terminal. Son frère Peter s'est laissé tomber à côté de lui en suppliant « Tiens bon, Tone ». Les bagarreurs ont fui par les portes principales du terminal. 4 ont sauté dans un taxi. D'autres ont couru vers le parking. Anthony Zervas est mort sur le sol du terminal. Il n'était membre patché d'aucun club. Il était le frère de l'un d'eux. Et il est mort devant des centaines de témoins à l'intérieur de l'un des terminaux domestiques les plus fréquentés du pays. Les conséquences ont été immédiates et énormes. Le Premier ministre Kevin Rudd, s'exprimant depuis Washington, a qualifié la violence de totalement inacceptable et a promis une réponse nationale. Le gouvernement de New South Wales a fait adopter en urgence de nouvelles lois anti-bikies par le Parlement en quelques semaines. Une commission permanente d'État sur le crime organisé a ouvert une nouvelle enquête sur la violence biker. Mick Howie a finalement été reconnu coupable de meurtre et condamné à une peine minimale de 21 ans. Il en a purgé 6 avant d'être libéré sous condition en 2015. Le 14 février 2018, Howie a été abattu dans le parking d'une salle de sport à Rockdale, Sydney, alors qu'il était assis dans sa Mercedes. Personne n'a été inculpé pour son meurtre. Voilà maintenant où les nomades se connectent à tout cela. La bagarre de l'aéroport de Sydney n'était pas un incident impliquant directement les nomades. Mais elle était le produit direct de l'écosystème de guerre biker que les nomades avaient contribué à construire et dans lequel ils opéraient. Le gang Notorious, formé à partir des ruines du chapitre de Parramatta des nomades, était directement lié à la chaîne d'attentats à la bombe et de fusillades qui ont précédé l'affrontement à l'aéroport. L'attentat de février 2009 contre le clubhouse des Hells Angels à Petersham, qui a contribué à déclencher l'affrontement à l'aéroport, a été attribué par des sources criminelles non pas à Notorious, comme la police l'avait d'abord cru, mais aux Comancheros. Chaque attaque nourrissait la suivante. Chaque représaille produisait une contre-représaille.
et les nomades étaient intégrés dans ce réseau à tous les niveaux. La bagarre de l'aéroport a forcé l'Australie à regarder en face ce que le monde biker était devenu. Mais la répression législative qui a suivi, les nouvelles lois, les nouveaux pouvoirs, les nouvelles forces opérationnelles policières ne visaient pas seulement les Hells Angels et les Comancheros qui s'étaient battus dans le terminal. Elles visaient chaque club de moto hors la loi du pays, y compris les nomades. Et ce qui est arrivé ensuite au club n'avait rien à voir avec les rivaux. Cela venait de l'intérieur. Scott O'Rourke passe chez les Hells Angels. Scott O'Rourke avait mené les nomades à travers la fusillade de Newcastle, les arrestations, l'acquittement et l'effondrement du chapitre de Parramatta. Il avait survécu à tout ce que le chaos interne du club et la pression des forces de l'ordre lui avaient lancé. Puis, en décembre 2009, il a tout réduit en cendres lui-même. O'Rourke est passé chez les Hells Angels. Il a emmené plusieurs membres des nomades avec lui. Dans le monde des clubs de moto hors la loi, un membre qui part rejoindre un club rival est un acte grave. Mais qu'un président national le fasse était quelque chose que la scène biker australienne avait rarement vu à ce niveau. O'Rourke n'a pas simplement quitté les nomades. Il est entré directement dans l'organisation que les nomades combattaient. Il emportait avec lui tout ce qu'il savait. Chaque emplacement de chapitre, chaque membre clé, chaque conflit en cours, chaque tension interne qui s'était accumulée dans le club pendant des années. Tout cela se trouvait désormais dans la base de connaissances d'un prospect des Hells Angels. Les nomades ont répondu le lendemain. Le 3 décembre, une Toyota Soarer appartenant à O'Rourke a été retrouvée en feu dans la rue. C'était le message le plus direct possible pour un club qui venait de voir son président national faire défection. Mais une voiture incendiée n'allait pas annuler ce qui venait de se passer. La trajectoire d'O'Rourke après sa défection a révélé quelque chose sur ce que les Hells Angels avaient gagné en l'accueillant. En février 2015, il était monté au poste de National Sergeant at Arms des Hells Angels. Ce mois-là, il a été arrêté aux côtés de 3 autres membres des Hells Angels pour une attaque contre un homme nommé Matthew King. King aurait été kidnappé depuis la Central Coast, transporté à plusieurs adresses dans l'ouest de Sydney, alors qu'il était ligoté avec des cintres et agressé à plusieurs reprises à coups de poing et de marteau. Parmi les blessures documentées par les enquêteurs figurait le dégantage de l'un de ses doigts. O'Rourke a été inculpé en lien avec cette attaque en tant qu'exécuteur national du club. L'homme qui avait autrefois dirigé les nomades était désormais le principal instrument de discipline interne des Hells Angels. Et les nomades devaient absorber les conséquences de son départ tout en combattant simultanément sur tous les autres fronts. Mais voici ce qui rendait la défection d'O'Rourke plus compliquée qu'un simple acte de trahison. Les Hells Angels avaient déjà un chapitre nomade à eux. Un chapitre sans base, géographique fixe, dont les membres opéraient sur plusieurs territoires australiens. Ce chapitre avait été une source de friction entre les deux organisations pendant des années, avant même qu'O'Rourke ne change de camp. Le nom autour duquel l'Australian Nomads MC avait construit toute son identité était aussi le nom de l'un des chapitres internes des Hells Angels. 2 organisations, un seul nom, opérant dans le même pays. Quand O'Rourke est passé de l'autre côté, il n'a pas seulement apporté des membres et des renseignements. Il a apporté la crédibilité d'un homme qui avait dirigé l'une de ces organisations au sein de l'autre. Le chevauchement entre les 2 clubs est passé d'un conflit de noms et d'une friction territoriale à quelque chose de bien plus personnel. Par conséquent, la violence qui a suivi entre les nomades et les Hells Angels n'était pas simplement territoriale. Des membres des 2 camps se connaissaient. Ils avaient roulé ensemble. Ils s'étaient assis dans les mêmes pièces et avaient pris des décisions ensemble. Les hommes qui se trouvaient désormais de chaque côté de la guerre avaient, jusqu'à récemment, opéré sous la même direction nationale. En avril 2007, 2 ans avant sa défection, le salon de tatouage d'O'Rourke, Skin Deep, à Newtown, avait déjà été la cible de tirs. La tension entre les 2 clubs s'était accumulée bien avant de finalement exploser. La défection d'O'Rourke n'a pas déclenché cette guerre, mais elle a fait s'effondrer ce qui restait de la frontière entre rivalité et conflit ouvert. Les nomades faisaient désormais face à une pression simultanée venant de toutes les directions. Les rebelles d'un côté,
Notorious, l'organisation née de leur propre chapitre de Parramatta effondré, d'un autre. Les Hells Angels, désormais renforcés par leur propre ancien président national, d'un troisième. Et le gouvernement australien, observant tout cela à distance et préparant une réponse législative qui allait changer le paysage juridique pour chaque club de moto hors la loi du pays. Violence interne et discipline. En mai 2015, 12 personnes associées aux nomades ont été arrêtées lors de raids coordonnés à travers New South Wales et Adelaide. Les accusations comprenaient sollicitation de meurtre, enlèvement, chantage et agression. Le président du chapitre d'Adelaide, le Sergeant at Arms d'Adelaide et le vice-président de New South Wales faisaient partie des personnes arrêtées. Mais ce qui rendait ces accusations différentes d'une opération classique des forces de l'ordre visant le trafic de drogue ou la possession d'armes, c'était ce que la police disait au sujet des victimes. Les crimes n'avaient pas été commis contre des rivaux. Ils n'avaient pas été commis contre des civils ou des informateurs. Ils avaient été commis contre des membres et associés des nomades, des personnes à l'intérieur de l'organisation, des personnes qui avaient porté le même patch ou opéré sous la même bannière. Et la raison pour laquelle ces personnes avaient été ciblées était précise. Elles n'avaient pas exécuté des actes exigés par les nomades. En 2016, des membres accusés des nomades ont comparu dans un tribunal d'Adelaide et ont plaidé non coupables face à des accusations incluant la menace d'arracher les yeux d'un ancien membre. Ces incidents n'étaient pas des anomalies. Ils étaient l'expression d'une culture disciplinaire que les forces de l'ordre documentaient depuis des années à l'intérieur des nomades. Le club imposait la loyauté par la peur, et cette application était menée de manière systématique par le Sergeant at Arms, l'officier dont le rôle spécifique dans la hiérarchie des clubs de moto hors la loi était de maintenir l'ordre interne et de punir ceux qui violaient le code du club. Mais le système de discipline interne des nomades fonctionnait selon un principe qui le distinguait du type de violence que la plupart des gens extérieurs associaient au club de moto hors la loi. La violence dirigée vers l'extérieur contre les rivaux était une chose. La violence dirigée vers l'intérieur contre les membres qui avaient échoué, fait défection ou coopéré avec les autorités était quelque chose de totalement différent. Elle était organisationnelle. Elle était sanctionnée et elle était calibrée pour envoyer un message non seulement à l'individu puni, mais aussi à tous les autres membres qui regardaient ce qui arrivait à quelqu'un qui ne respectait pas le niveau exigé. Les initiations des prospects établissaient cette culture dès le départ. Des tests d'endurance physique, une soumission imposée aux membres seniors, des tâches conçues non seulement pour tester les capacités, mais aussi pour briser le sentiment de prise de décision autonome de l'individu et le remplacer par un réflexe d'obéissance. Au moment où un homme obtenait son patch, il avait déjà démontré qu'il accepterait l'autorité de l'organisation au-dessus de son propre jugement. Si cette obéissance tenait, l'organisation le protégeait. Mais si elle se brisait, s'il parlait à la police, s'il ne faisait pas ce qui lui était demandé, s'il faisait défection vers un club rival comme Oroc l'avait fait, la réponse n'était ni informelle ni impulsive. Elle était institutionnelle. Le club n'envoyait pas un membre en colère régler un problème. Il envoyait le bon membre, au bon moment, avec la bonne instruction. Et cette instruction était appliquée de manière à ne laisser aucune ambiguïté sur ce à quoi ressemblaient les conséquences de la non-obéissance. Les accusations d'Adelaide de 2015 et les accusations de menaces contre les yeux de 2016 n'étaient pas le début de cette culture. Elles étaient le moment où cette culture est devenue visible au monde extérieur, à travers le système judiciaire pénal. Ce qui fonctionnait à l'intérieur de l'organisation depuis des décennies était finalement documenté dans une salle d'audience. Et ce que cette documentation montrait, c'était une organisation qui traitait ses propres membres avec la même brutalité calculée qu'elle appliquait à ses ennemis. Les raids de 2015 et les accusations d'Adelaide. En 2015, les forces de l'ordre australiennes avaient passé des années à construire des dossiers contre les nomades dans plusieurs États en même temps. Ce qu'elles ont exécuté cette année-là n'était pas une seule opération, mais un effort coordonné de démantèlement visant la structure dirigeante du club, à la fois
au niveau national et au niveau des chapitres. Le 30 janvier 2015, 13 membres des Nomades ont été arrêtés après un raid sur leur clubhouse à Wetherill Park, Sydney. La plupart ont été inculpés en vertu d'une législation récemment introduite, rendant illégal le fait de fréquenter des délinquants condamnés. Le clubhouse de Wetherill Park a été fermé dans le cadre de l'opération. C'était le genre d'accusation dont les générations précédentes de forces de l'ordre ne disposaient pas. Les lois anti-fréquentation n'obligeaient pas la police à prouver un acte criminel précis. Elles exigeaient seulement qu'une personne ayant un casier judiciaire ait été en compagnie d'autres personnes ayant un casier judiciaire. Pour une organisation dont toute la structure d'adhésion était construite précisément autour de ce type d'association, la loi était une attaque structurelle directe. Mais janvier n'était que le début. En mai 2015, une deuxième opération plus importante s'est déployée simultanément à travers New South Wales et Adelaide. 12 personnes ont été arrêtées. Cette fois, les accusations étaient bien plus graves. Sollicitation de meurtre, enlèvement, chantage, agression. Le groupe arrêté comprenait principalement des membres du chapitre d'Adelaide des Nomades. Parmi les personnes placées en détention se trouvait le président du chapitre d'Adelaide, le sergent at arms d'Adelaide et le vice-président de New South Wales, de toute l'organisation. La police a été directe sur ce qui avait motivé la violence derrière les accusations. Les crimes avaient été commis contre des personnes qui n'avaient pas exécuté des actes exigés par les Nomades. Les victimes n'étaient pas des rivaux, elles n'étaient pas des civils pris dans des tirs croisés. Elles étaient des personnes qui avaient été à l'intérieur de l'organisation et qui n'avaient pas fait ce que l'organisation exigeait d'elles. En 2016, les accusés ont comparu dans un tribunal d'Adelaide et ont plaidé non coupable. Parmi les accusations auxquelles ils faisaient face, figurait une menace d'arracher les yeux d'un ancien membre. Le tribunal a entendu les détails de ce que les Nomades considéraient comme des conséquences appropriées pour une non-obéissance interne. Les procureurs ont dressé le portrait d'une organisation qui traitait la loyauté non pas comme une valeur à cultiver, mais comme une obligation à faire respecter. Et les méthodes d'application documentées dans les accusations d'Adelaide n'étaient pas la violence improvisée d'hommes en colère. Elles étaient les actions délibérées et sanctionnées d'une organisation opérant exactement comme elle avait été conçue pour fonctionner. Mais les raids de 2015 n'ont pas brisé le club. Ils ont arrêté sa direction d'Adelaide, fermé l'un de ses clubhouses de Sydney et généré des gros titres à travers le pays. Mais les Nomades avaient déjà survécu à des arrestations. Ils avaient survécu à l'effondrement du chapitre de Parramatta, à la fusillade de Newcastle, à la défection d'Orrock et aux guerres contre les rebelles, les Hells Angels et Notorious. Une opération coordonnée des forces de l'ordre, aussi importante soit-elle, n'allait pas accomplir ce que des décennies de violence et de trahison interne n'avaient pas réussi à accomplir. Le club a continué à fonctionner et le gouvernement a continué à escalader. La guerre des Nomades contre les Finks. En 2016, les Nomades combattaient des ennemis extérieurs et géraient des fractures internes depuis plus d'une décennie. Ce qui a commencé cette année-là était différent. Ce n'était pas une guerre avec un club rival pour un territoire de drogue ou la domination de la sécurité des boîtes de nuit. Cela a commencé depuis les propres rangs des Nomades. Et cela a produit certaines des violences les plus soutenues et les plus documentées de l'histoire biker de la région de Hunter. Un groupe de jeunes membres des Nomades en New South Wales a fait défection vers le Finks Motorcycle Club. Dans le monde des clubs de moto hors la loi, une défection n'est jamais traitée comme une décision personnelle. Elle est traitée comme un acte d'agression contre l'organisation que le défecteur quitte. Les Nomades avaient déjà vécu ce que la défection de Scott O'Rourke vers les Hells Angels leur avait coûté. Ils n'allaient pas en absorber une autre en silence. Ce qui a suivi a été 18 mois de violence de représailles que les procureurs ont plus tard décrites devant le tribunal comme une série d'attaques. En février 2018, au moins 6 fusillades en voiture avaient été documentées rien que dans la région de Hunter. Des armes de gros calibre ont été utilisées dans des attaques contre des maisons et des véhicules. Des motos ont été délibérément percutées.
et poussés hors de la route. La violence n'était pas aléatoire. Elle était ciblée. Des personnes précises, des adresses précises, des messages précis sur ce que coûtait le fait de changer de camp. Mais voici ce qui rendait la guerre entre les nomades et les Finks particulièrement importante du point de vue des forces de l'ordre. La violence était si soutenue et si bien documentée qu'elle a donné aux procureurs exactement ce dont ils avaient des besoins pour construire des accusations d'organisation criminelle contre des individus précis, au lieu de s'appuyer sur la législation anti-fréquentation plus large qui avait été le principal outil contre les clubs depuis le début des années 2010. Par conséquent, en avril 2018, des raids à l'aube ont conduit à l'arrestation simultanée de 13 membres des deux clubs. Les arrestations étaient le résultat de mois de surveillance et de collecte de preuves générées par cette guerre de 18 mois. Le président des nomades, Brad Boutelle, faisait partie des personnes inculpées. En 2019, il a été condamné pour participation à un groupe criminel pendant le conflit. Les tribunaux ont noté spécifiquement que la violence avait été conçue pour intimider les rivaux et maintenir le contrôle du gang, plutôt que d'être le produit de disputes individuelles entre membres. La condamnation de Boutelle a marqué quelque chose de précis dans l'histoire des nomades. Pour la première fois, un président de chapitre en fonction avait été condamné non pas pour un acte violent précis, mais pour son rôle dans l'organisation et le maintien d'un schéma de violence sur une période prolongée. Le cadre d'organisation criminelle que les forces de l'ordre essayaient depuis des années de faire tenir contre les nomades avait enfin produit une condamnation au niveau de la direction. Mais la guerre contre les Finks a aussi révélé quelque chose sur la vulnérabilité interne des nomades, que les conflits extérieurs du club avaient auparavant masqué. Les défections qui ont déclenché la guerre n'étaient pas isolées. Elles reflétaient une tension plus large à l'intérieur de l'organisation entre les jeunes membres recrutés dans les opérations criminelles du club et les membres plus anciens qui attendaient une loyauté absolue en échange de la protection et du statut que le patch offrait. Quand cette loyauté se brisait, la réponse était violente. Mais le fait qu'elle continuait à se briser, que des membres continuaient à partir chez des rivaux malgré les conséquences connues, suggérait que la culture d'obéissance forcée des nomades produisait autant de résistance que de loyauté. Le club qui avait construit son identité autour du fait de n'appartenir à nulle part avait du mal à retenir les gens qui avaient choisi de lui appartenir. Le gouvernement riposte. La bagarre de l'aéroport de Sydney en 2009 avait fait quelque chose que des années de raids antidrogue, de fusillades internes et de violences documentées n'avaient pas réussi à faire. Elle avait réellement fait peur au public australien face au club de moto hors la loi. Pas dans le sens abstrait où le crime organisé génère de la peur, mais dans le sens immédiat et personnel qui vient du fait de voir un homme battu à mort dans un terminal d'aéroport, pendant que des familles avec enfants se baissaient autour de lui pour se mettre à l'abri. La réponse législative qui a suivi a été rapide et complète. Et les nomades, avec tous les autres clubs de moto hors la loi opérant en Australie, se sont retrouvés à naviguer dans un paysage juridique qui avait été redessiné spécifiquement pour les démanteler. New South Wales a bougé en premier. Les lois anti-fréquentation introduites en 2012 ont rendu illégal pour des personnes condamnées pénalement de s'associer entre elles. Pour une organisation dont l'adhésion était entièrement construite autour de ce type exact d'association, la loi n'était pas un simple désagrément périphérique. C'était une attaque structurelle directe contre la capacité du club à fonctionner. Les membres ne pouvaient pas se rassembler dans leur propre clubhouse sans risquer des accusations. Ils ne pouvaient pas assister à des funérailles, des runs ou des réunions sans potentiellement violer les conditions de leur libération conditionnelle ou de leur caution. Le raid de janvier 2015 sur le clubhouse de Wetherill Park, qui a conduit à l'arrestation de 13 membres des nomades, était un produit direct de ces lois. Queensland est allé plus loin. En vertu du Vicious Lawless Association Disestablishment Act, adopté en octobre 2013, les nomades faisaient partie des clubs déclarés organisations criminelles dans l'État. Cette désignation s'accompagnait de peines supplémentaires obligatoires pour les membres condamnés pour n'importe quelle infraction alors qu'ils appartenaient à une organisation déclarée. Un membre des nomades condamné pour trafic de drogue au Queensland
ne faisait pas seulement face à la peine standard. Il faisait face à cette peine plus une durée supplémentaire obligatoire, simplement parce qu'il était membre des nomades au moment de l'infraction. South Australia a suivi avec sa propre déclaration d'organisation criminelle. Tasmania a introduit en mai 2020 une interdiction pour les membres des nomades de porter les couleurs du club en public, faisant d'eux le 6e gang de motards hors la loi, soumis à une interdiction d'insigne en vertu du Police Offence Act. Dans l'Australian Capital Territory, la police a saisi en 2020 des biens d'une valeur de 500 000 $ appartenant à un leader des nomades en vertu des lois sur la richesse inexpliquée. Le leader n'avait pas besoin d'être condamné pour quoi que ce soit. Les autorités devaient simplement démontrer que cette richesse ne pouvait pas être expliquée par des revenus légitimes. En avril 2021, des raids en South Australia ont produit l'une des plus importantes saisies uniques attribuées aux nomades. Les enquêteurs ont trouvé environ 800 grammes de méthamphétamine, 700 grammes d'héroïne, 11 armes à feu, environ 160 000 $ en liquide, 5 véhicules, 4 motos Harley-Davidson et un jet ski. Un véhicule possédait une cachette spécialement construite contenant environ 80 grammes de méthamphétamine et plus de 9 000 $ en liquide. 2 présidents de chapitre des nomades en South Australia faisaient partie des personnes inculpées. Mais le développement récent le plus important est arrivé en 2025. La New South Wales Raptor Squad a mené un raid très médiatisé contre le clubhouse des nomades dans le sud-ouest de Sydney, ciblant l'influence enracinée du club dans la région. Simultanément, le président national des nomades a été arrêté à Garran par Task Force Nemesis. L'opération faisait partie d'une initiative nationale plus large, appelée Task Force Morpheus, qui avait identifié les nomades comme l'un des gangs de motards hors la loi, représentant la plus grande menace en Australie. Si l'Australia 2000 Pacte de 1994 avait représenté les nomades au sommet de leur confiance organisationnelle, alignés avec les clubs les plus puissants du pays et opérant avec un degré d'impunité que les forces de l'ordre avaient du mal à pénétrer, alors 2025 représentait quelque chose de différent. Un club dont le président national était en état d'arrestation, dont les clubhouses étaient perquisitionnés, dont les membres faisaient face à des conséquences législatives simplement pour s'être réunis, dont les biens pouvaient être saisis sans condamnation. Mais les nomades continuaient à opérer. Et ce fait, après tout ce qui leur avait été lancé, disait quelque chose de précis sur l'organisation que la législation avait été conçue pour détruire. Les nomades ont été perquisitionnés, visés par des lois, infiltrés et déclarés organisations criminelles dans plusieurs États. Leur président national a été arrêté, leurs clubhouses ont été fermés. Et ils roulent toujours. Mais si vous voulez comprendre le monde que ces hommes ont construit et les femmes qui y vivaient, les règles qui n'ont jamais été écrites, les secrets qui n'étaient jamais censés quitter le clubhouse, cliquez sur la prochaine vidéo. Parce que le patch n'est que la moitié de l'histoire.